C'est bon? Ouais, faites-moi signe. Là, elle a la connexion. C'est bon? Très bien. C'est bon? Juste un test? C'est bon. Parfait. On lance? OK. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Directeur général des impôts, Messieurs les Présidents des conseils régionaux, chers consoeurs, chers confrères, Messieurs les cadres de la DGI qui nous suivent par visio, au nom du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, notre rendez-vous annuel, animé par M. le Directeur général des impôts à l'occasion de l'avènement de la loi de finances pour l'année budgétaire 2022. Je tiens, au nom du Conseil national, à remercier M. Khaled Zazou, qui a répondu à notre invitation. Et d'ailleurs, c'est un geste qui a toujours marqué la Direction générale des impôts, vu le partenariat qui la lie avec notre institution. Il est vrai que la loi de finances pour l'année budgétaire 2022 n'est pas assez riche en termes, disons, de dispositions fiscales, mais elle a la particularité d'être la première intervenue après l'adoption de la loi cadre portant réforme fiscale et constituant une déclinaison d'une recommandation phare des dernières assises sur la fiscalité. Et il est par ailleurs clair qu'en tant que professionnels de la fiscalité, nous sommes impatients d'assister à la mise en œuvre d'une politique fiscale avec comme objectifs fondamentaux, notamment la baisse de la pression fiscale, la consécration du principe de la neutralité en matière de TVA, la mobilisation de l'épargne et son orientation vers les secteurs productifs et créateurs d'emplois, l'intégration du secteur informel dans l'économie structurée, et ainsi de suite. Cela dit, je ne m'empêcherai pas de souligner au passage qu'il est regrettable de voir le système de progressivité du barème de l'IS abandonné, parce que, à mon sens, ça reste un garant de l'équité fiscale et un garde-fou par rapport à certaines manœuvres qui aboutissent souvent à de l'évasion fiscale. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à Monsieur le Président du Conseil national. Merci, Samir. Monsieur le Directeur général de la Direction générale des impôts, Messieurs les directeurs régionaux, cadres et responsables de la DGI, Messieurs les présidents d'honneur
de l'Ordre des experts comptables, messieurs les présidents des conseils régionaux, chers consoeurs, chers confrères. Donc, je tiens au nom de tous les experts comptables du Maroc à remercier particulièrement M. Zazou pour avoir accepté notre invitation, ainsi que tous les directeurs responsables et agents de la Direction générale des impôts avec qui nous entretenons de bonnes relations dans le cadre de notre partenariat stratégique. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants à ce webinaire, notamment tous les membres de la commission fiscale de l'Ordre des experts comptables. Aujourd'hui, nous allons traiter les principales dispositions de la loi de finances relative à l'année 2022. Cette loi a été établie dans un contexte particulier, marqué notamment par la transition entre deux gouvernements, avec des objectifs économiques et sociaux très ambitieux, par la présentation devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI du modèle de développement économique qui trace la feuille de route de notre pays pendant les décennies à venir, et par la persistance de la crise à la fois sanitaire, économique et surtout sociale, dont les répercussions sont d'une importance qu'on n'arrive même pas à délimiter. Normalement, l'exercice de la préparation de la loi de finances et le respect de l'équilibre budgétaire n'est pas une tâche aisée. Et l'exercice se complique encore plus face à des difficultés, face à un environnement de plus en plus incertain. Des efforts louables, vu les moyens de notre pays, ont été engagés par les autorités pour garantir les équilibres macroéconomiques. En effet, cette loi de finances a été préparée sur la base de cinq axes suivants, que je rappelle. Premièrement, la consolidation des bases de la relance de l'économie nationale à travers le développement d'un programme de petits et grands travaux publics, l'encouragement de l'initiative entrepreneuriale et la mise en place de la charte d'investissement, ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Deuxièmement, le renforcement du mécanisme d'inclusion et l'avancement dans la généralisation de la protection sociale. Troisièmement, le renforcement du capital humain, notamment au niveau du secteur de l'éducation et de la santé. La réforme également du secteur public et le renforcement du mécanisme de la bonne gouvernance représentent le quatrième axe. Et le cinquième axe, c'est le redressement des équilibres macroéconomiques, surtout les équilibres qui ont été détériorés par la crise Covid-19, principalement les finances publiques via une mobilisation des recettes et une meilleure maîtrise des coûts, et l'équilibre extérieur en adoptant une stratégie d'encouragement des exportations et des investissements étrangers, ainsi que le financement extérieur et la protection de la production locale afin d'alléger la dépendance à l'importation, particulièrement pour les produits à faible valeur ajoutée. C'est vrai que cette loi n'a pas apporté beaucoup de dispositions et de changements que par le passé, mais il regroupe l'ensemble des piliers nécessaires pour la reprise économique post-Covid-19, avec une vision stratégique inspirée des orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et des recommandations du rapport sur le nouveau modèle de développement que notre pays compte appliquer dans les prochaines années pour une croissance durable et inclusive, ciblant aussi bien le soutien du secteur productif et le développement des entreprises, notamment les PME, PMI. Durant cette période de crise sanitaire, les experts comptables ont aidé les entreprises qui ont été sous perfusion grâce aux prêts accordés pendant la période de crise et grâce au report de certaines échéances à surmonter toutes les difficultés. Aujourd'hui, notre présence au cœur de l'économie est essentielle pour bien gérer les problématiques de sortie de crise. L'expert comptable a guidé les entreprises, notamment les très petites et les petites, tout au long de la tempête, grâce à un accompagnement expert et renforcé. Il a pu sauver ses entreprises clientes pendant toute l'année 2020. Aujourd'hui, il est le mieux placé pour les aider à relancer leur activité sur le long terme, dans un contexte nouveau et encore instable.
L'objectif étant d'accompagner les chefs d'entreprise à bien gérer les contraintes générées et mettre en place une organisation agile et adaptée pour assurer la continuité de leurs activités et de les accompagner lors de la phase post-Covid afin d'évaluer l'incidence de la crise et analyser les impacts sur leur organisation et sur les relations avec les différents tiers, les bailleurs de fonds, les fournisseurs, les clients et l'État. Notre profession joue un très grand rôle également en tant que tiers de confiance et d'intermédiaire indépendant entre les contribuables et la Direction générale des impôts. L'Ordre des experts comptables, à travers ces femmes et ces hommes, a toujours insisté sur l'importance de mettre en place un espace d'échange mutuel entre l'administration et les professionnels et indirectement avec les contribuables qu'ils conseillent. Aujourd'hui, cet échange est opérationnel et nous avons noté une amélioration du climat de confiance qui ne cesse d'augmenter d'une année à une autre. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour féliciter la DGI pour la proximité. Vraiment, ça on le ressent d'une année à une autre. Et pour le professionnalisme de ces équipes, la réforme de la DGI a permis d'améliorer la qualité du service fourni aux contribuables et à favoriser le civisme fiscal. Sans oublier bien sûr l'échange mutuel entre nos deux institutions et la concertation qui se développe d'une année à une autre. Le professionnalisme et la forte réactivité des équipes de la DGI font d'elle un vrai partenaire stratégique, comme ça a été signalé par Sissamir tout à l'heure, et privilégié. Et la rencontre d'aujourd'hui en est le meilleur témoin. Avant de céder la parole, je ne remercierai jamais assez Monsieur le directeur qui nous a honorés en consacrant sa première sortie pour la loi de finances 2022 à la profession. Et je réitère mes remerciements à tous les participants à ce webinaire, sans oublier les permanents de l'ordre qui ont veillé à sa réussite. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président du Conseil national. Sans trop tarder, je passe la parole à Monsieur le Directeur général des impôts. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis, comme toujours, honoré de contribuer, comme à l'accoutumée, à la présentation des dispositions de la loi de finances, avec toutefois une particularité cette année, dans la mesure où la loi de finances, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'année 2022, constitue le premier jalon de la mise en œuvre de la loi cadre portant réforme du système fiscal. À ce titre, il est important de rappeler que l'article 19 prévoit en substance que les dispositions de la loi cadre entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel et qu'à cet effet, l'État s'engage à édicter les textes nécessaires pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 4, 9 et 13 dans un délai de 5 ans, à compter de cette date d'entrée en vigueur. C'est dire que les mesures fiscales des prochaines lois de finances s'inspireront de cette loi cadre qui constitue désormais le référentiel qui encadre la politique de l'État en matière de réforme fiscale. Il convient de noter qu'en matière fiscale, il a été établi également une parfaite concordance entre les dispositions de la loi cadre et les orientations stratégiques du nouveau modèle de développement. Dans cette perspective, les mesures fiscales proposées dans le cadre de la loi de finances pour l'année budgétaire 2022 traduisent la volonté du gouvernement d'enclencher le processus de réforme fiscale à travers la mise en œuvre des objectifs fondamentaux prioritaires. Ainsi, conformément à la disposition de la loi cadre recommandant l'ouverture sur les bonnes pratiques internationales dans le domaine fiscal, la loi de finances 2022 a prévu la suppression de la progressivité des taux du barème de l'impôt sur les sociétés, étant rappelé qu'au niveau international, la progressivité constitue un mode de taxation propre aux revenus des personnes physiques. Par ailleurs, cette étape de la réforme fiscale constitue le prélude du cheminement vers l'unification du taux de l'IS et l'évitement de l'effet de seuil.
Dans ce cadre, ou plus exactement dans ce même contexte, et en vue de poursuivre la démarche progressive de convergence des taux d'IS vers un taux unifié, la loi de finances pour l'année budgétaire 2022 a modifié les dispositions de l'article 19.1a du Code général des impôts pour consacrer la poursuite de la réduction du taux marginal du barème de l'IS de 28% à 26% concernant les sociétés exerçant une activité industrielle. Je rappelle au passage que le sens de l'article 19.1a du Code général des impôts, par activité industrielle éligible à ce nouveau taux, on entend toute activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles, corporels, moyennant des installations techniques, matériels et outillages dont le rôle est prépondérant. Concernant l'investissement, je rappelle que la loi 4 a accordé une importance particulière à l'incitation à l'investissement productif, créateur de la valeur ajoutée et d'emplois de qualité, et l'incitation des entreprises en vue de consolider leur compétitivité. Au niveau national et international, bien entendu. En application de cette orientation, la loi de finances pour l'année 2022 a prévu 3 mesures importantes. La réduction du seuil fixé pour les conventions d'investissement conclues avec l'État de 100 millions à 50 millions de dirhams. Deuxièmement, l'institution d'une mesure transitoire visant l'incitation au réinvestissement du montant global du produit de cession de certains éléments de l'actif immobilisé. Et enfin, dans la même optique, nous pouvons également citer la prorogation de l'exonération des salaires versés au titre des premières embauches des jeunes. Mesdames et messieurs, l'une des recommandations des assises fiscales insérées dans la loi 4 concerne la suppression de la cotisation minimale. À cet effet, la loi de finances 2022 a enclenché la mise en œuvre de la baisse progressive des taux de la cotisation minimale en prévoyant comme première étape la réduction du taux de 0,50 à 0,40 pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. S'agissant de la réinstauration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre de l'année 2022, il entre dans le cadre de la disposition de la loi 4 qui prévoit la mobilisation du plein potentiel fiscal pour le financement des politiques publiques et pour assurer le développement économique ainsi que l'inclusion et la cohésion sociale. Concernant un autre volet de la réforme fiscale, la consécration du principe de la neutralité fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée figure parmi les dispositions importantes de l'article 3 de la loi 4. À cet égard, la loi de finances pour l'année 2022 a prévu 3 mesures. Harmonisation des traitements fiscaux en matière de TVA, des opérations d'assurance Takafoul et de réassurance Takafoul avec celui de l'assurance classique. Deuxièmement, consécration du principe de la neutralité de la TVA au titre des opérations de vente portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Et troisièmement, exclusion des opérations de cession temporaire des meubles réalisés dans le cadre d'une opération de titrisation de la régularisation des déductions au titre des biens immeubles. Mesdames et messieurs, le secteur informel continue d'être un phénomène qui gangrène l'économie en raison de la situation de concurrence déloyale qu'il engendre. Dans le souci d'accélérer l'intégration du secteur informel dans l'économie structurée, la loi 4 a prévu l'adaptation et l'amélioration du régime de la contribution professionnelle unique. À cet effet, 2 mesures ont été introduites. Premièrement, la révision des coefficients de marge appliqués au chiffre d'affaires déclaré en procédant au regroupement des activités de même nature. Deuxièmement, la clarification du mode d'imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités. Dans le même sillage, en vue de faciliter l'intégration des unités de production, de commerce et de services opérant dans le secteur informel, dans le tissu économique structuré, l'article 11 de la loi 4 recommande à l'État de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme national
de sensibilisation et d'accompagnement en étroite concertation avec les parties concernées. C'est dans cette perspective que s'inscrit la mesure de la loi de finances 2022 visant la prorogation de l'application des mesures d'incitation en faveur des contribuables opérant dans le secteur informel qui s'identifient pour la première fois. Dans le cadre de la disposition de la loi cadre visant le développement territorial, la consolidation de la justice spatiale et la mise en place d'un mode de gouvernance fiscale approprié aux collectivités territoriales, la loi de finances 2020 a institué la neutralité fiscale pour les opérations de transfert de propriété des biens et meubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées. Mesdames et messieurs, pratiquement dans la loi de finances, il y a une nouvelle, dans chaque loi de finances, je veux le dire, il y a une nouvelle pierre qui s'ajoute à l'édifice concernant l'amélioration du dispositif relatif au contrôle fiscal. Et qu'on vient de rappeler que la loi cadre recommande la garantie des droits des contribuables et puis le renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'administration fiscale et la consolidation de la confiance partagée avec les usagers. À cet effet, la loi de finances 2022 a prévu 2 mesures visant à améliorer la qualité des contrôles fiscaux et à renforcer la relation de confiance entre le contribuable et l'administration. Il s'agit de l'amélioration du dispositif d'échange oral et contradictoire permettant de mieux apprécier les observations formulées par le contribuable avant la clôture de la vérification sur place. Deuxièmement, la consécration de l'administration en tant qu'interlocuteur du contribuable en matière de contrôle fiscal. Dans le même contexte, relatif au renforcement des garanties des contribuables et l'amélioration des voies de recours, l'article 17 de la loi cadre a consacré la valorisation des missions des instances de recours fiscal et la garantie de leur indépendance. La mise en œuvre de ces dispositions a été actée par la loi de finances 2022 à travers 3 mesures. L'institution des commissions régionales du recours fiscal qui connaissent des réclamations dans le cas de rectification en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers, vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à 10 millions de dirhams. Deuxièmement, la limitation conséquente du champ d'intervention des commissions locales de taxation et le renforcement, en revanche, des compétences de leurs membres, notamment à travers la possibilité de désignation des représentants des contribuables appartenant à l'ordre des notaires et ou aux ADOUL. Troisièmement, le renforcement des compétences techniques de la Commission nationale du recours fiscal, notamment par la désignation des membres représentant les contribuables parmi les experts comptables ou les comptables agréés. S'agissant des dispositions de la loi cadre visant le renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la loi de finances 2022 a prévu 2 mesures. Le renforcement, plutôt 3 mesures. Le renforcement des moyens de l'administration dans le cadre de la procédure de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables. Deuxièmement, l'opérationnalisation de la commission des infractions fiscales. Et troisièmement, nous pourrons rajouter également le rétablissement de l'exonération de la TVA sans droit à déduction concernant les méthodes de récupération afin de limiter le recours de certains opérateurs à des pratiques frauduleuses pour éluder la TVA. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la rationalisation et de la simplification des règles d'assiette et de recouvrement de la parafiscalité, ainsi que des droits et taxes prévus par des textes législatifs ou réglementaires perçus pour le compte de l'État, la loi de finances 2022 a intégré dans le Code général des impôts l'assiette et le contrôle de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique à droit constant. Sur le fondement de l'article 1er de la loi cadre, selon lequel la politique fiscale mise en place par l'État doit être juste, équitable, cohérente, efficace et transparente, la loi de finances 2022 a prévu de renforcer la transparence à travers 2 mesures.
l'institution d'un régime incitatif applicable aux opérations d'apport des éléments d'actifs et du passif des associations de microfinance à une société anonyme. Deuxièmement, insertion de dépôts bancaires comme moyen de règlement des transactions avec l'obligation de déclaration du client dans l'état des ventes prévu par l'article 20. Par ailleurs, et dans un souci d'équité et de cohérence, la loi de finances 2022 a prévu également une mesure visant l'harmonisation du traitement fiscal des opérations d'assurance temporaire en cas de décès souscrites au bénéfice des banques participatives avec le traitement applicable aux 10 opérations souscrites au profit des banques conventionnelles en matière de taxes sur les contrats d'assurance. Outre ces mesures liées à la mise en œuvre des dispositions de la loi 4, la loi de finances 2022 a prévu également quelques mesures visant le soutien des secteurs en difficulté pour atténuer les effets de la crise engendrée par la crise sanitaire. Il s'agit premièrement de la révision de l'abattement forfaitaire appliqué aux revenus salariaux versés aux sportifs professionnels et puis l'annulation des pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux opérations de transport touristique. Mesdames et messieurs, avant de conclure ce mot de présentation des grandes lignes de la loi de finances pour l'année 2022, je dois affirmer qu'en ces temps où on nourrit tous l'espoir de sortir de cette terrible crise économique et sociale qui étreint le monde, nous pensons que la mise en œuvre de la réforme fiscale, elle est à ses débuts et constitue pour nous tous une aubaine pour créer les conditions favorables à la consolidation de la reprise économique. Nous avons circonscrit ensemble les contours de cette réforme fiscale à travers les recommandations des assises et on doit se convaincre mutuellement que ce travail de concertation doit se poursuivre car il cimentera mieux l'opérationnalisation des axes de la dite réforme. Ainsi, si la loi cadre étale au présent les principes fondateurs d'un système fiscal juste, équitable, cohérent, efficace et transparent, sa mise en œuvre forge et entretient le devoir de réaliser aujourd'hui des hauts faits dignes de constituer un modèle de comportement civique à léguer à nos enfants. Le principal enjeu, en effet, de la mise en œuvre de cette réforme fiscale n'est pas uniquement d'aboutir à rédiger des dispositions, mais aussi à veiller tous ensemble sur des pratiques de conformité fiscale sur le plan opérationnel. Deux actions que je juge congruentes, intimement liées, autour desquelles pivotera une économie créatrice de richesse, promotrice d'emplois. Nous devons à cet égard œuvrer collectivement pour faire de cette réforme un puissant levier d'action pour une transfiguration économique décisive du Maroc. Qu'il me soit donc permis de croire que votre auguste organisation professionnelle apportera une notable contribution au succès de la réforme fiscale à travers les tables rondes que nous comptons organiser à cet effet. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général des impôts, pour votre exposé, disons synthétique, clair et précis. En tant qu'institution professionnelle, nous vous réitérons notre prédisposition à œuvrer, à contribuer pour faire aboutir cette réforme fiscale que notre pays est en train de mettre en œuvre. Il est clair que la loi de finances pour l'année budgétaire 2022 a apporté des nouveautés. Et là, je crois que, pour faire simple, tout le monde a dû par ailleurs découvrir les dispositions fiscales, notamment fiscales, de la loi de finances pour l'année budgétaire 2022. Et donc, on va vous épargner l'exposé des mesures, les mesures fiscales de cette loi. Et je vous suggère de passer
directement, disons, à la discussion des points qui méritent d'être clarifiés, parce qu'en tant que professionnels, nous avons un certain nombre, disons, d'interrogations, un certain nombre d'aspects qui nécessitent quelques clarifications de la part de la Direction générale des impôts. Et donc, ce que je vous propose là, c'est pas long, on a pratiquement une dizaine d'interrogations. On va essayer de vous en faire part et je crois ce qui serait plus simple, c'est qu'on travaille disons, au point par point. Donc, et là, pour ouvrir, disons, cette séance d'interrogation, je donne la parole à Si Mohamed Lammouri pour une première question concernant les mesures spécifiques à l'IS. Si Mohamed, à toi la parole. Merci. Donc, c'est plus une clarification une demande de clarification qu'une question. C'est par rapport à l'article 19.1. Par rapport à l'activité industrielle, telle que définie dans l'article 19 du CGI, mérite d'être explicité davantage en précisant les éventuelles exclusions, étant rappelé que l'enjeu afférent devient important, parce que maintenant le taux marginal de l'IS est de 31%. Pour les activités industrielles 26, et donc certes également le CGI a fait une précision par rapport qu'est-ce qu'on entend par une activité industrielle. Maintenant il y a certaines entreprises qui exercent une activité mixte, et donc on demande plus de précision par rapport à ce point pour éviter tout contentieux par la suite. Merci. Ben, c'est Amaury, donc si vous permettez, c'est vrai que lorsqu'on avait tous été lors des assises pour parler un peu donc, du devenir de l'impôt sur les sociétés, on avait ensemble décidé donc de baisser la pression fiscale sur l'activité industrielle. Cette recommandation des assises donc, a été actée au niveau de la loi cadre, et justement l'activité industrielle a été citée donc, en substance au niveau de la loi cadre. Et donc la première phase a connu donc, la baisse de 31 à 28, comme vous le savez. Et puis, cette année, donc la loi de finances 2022, a ramené donc, le taux de 28 à 26%. Nous comprenons parfaitement que quand on passe de 31 à 26, on a quand même 5 points. L'enjeu est important, c'est vrai. Pour votre information, donc un point représente quelque chose comme aux alentours de 50 millions de dirhams. Donc de manque à gagner. Ça veut dire les 5 points représentent quelque chose comme 250 millions de dirhams. Par conséquent, désolé si je commence d'abord par une idée comme ça qui me vient à l'esprit, c'est que quand je dis 250 millions de dirhams, qui correspond donc à 5 points, cela veut dire, en tout cas ce débat a déjà été donc abordé en France, quand ils avaient décidé de baisser le taux de 33 à 25%, et le débat était de savoir si ça va finir donc comme dividende, ou bien est-ce que ça va rester dans l'entreprise. Et là, donc, c'est une occasion pour dire que si on a chaque année 250 millions de réinvestissement, on peut citer également donc cet aspect comme étant donc une quatrième possibilité donc de promouvoir l'investissement. Donc, je comprends parfaitement l'enjeu, j'étais en train de le dire, et la définition, elle est là, donc je vais la rappeler en vitesse. Donc, c'est une activité qui consiste donc à fabriquer, donc il y a un certain nombre de concepts, donc on doit absolument être dans
la logique de fabrication ou bien de transformation. Et puis, on a un troisième concept qui dit directement. Donc, c'est une opération qui doit être effectuée par l'entreprise elle-même. Tout de suite après, on retrouve des biens meubles, corporels. Donc, je sais que certains vont peut-être s'interroger sur ce qui n'est pas corporel. Je citerai l'exemple de l'électricité, par exemple, la production d'électricité. Moyennant des installations techniques, matérielles et outillage, et on rajoute dont le rôle est prépondérant. La définition, elle est ce qu'elle est. Par rapport à ça, tout naturellement, toute entreprise qui remplirait donc cette définition, je crois qu'il est, par la force des choses, il est donc éligible. Il y aura certainement des cas tangents. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut mettre dans la loi dans la note circulaire et qui puisse donc je préfère, à mon sens, de rester comme on l'a toujours fait dans le cadre, en dehors de la note circulaire, de rester tout le temps, ouais, exactement, et de pouvoir résoudre au cas par cas. À cette occasion, ce que je souhaite personnellement, c'est, je ne sais pas si on peut parler de rescrit au cas d'espèce, mais de toutes les manières, même s'il ne s'agit pas véritablement d'un cas de rescrit, ça ne répond pas exactement aux critères de rescrit, on pourrait toujours être dans question-réponse. Et donc, si vous estimez que vous avez des situations tangentes, demandez l'avis et vous aurez donc, en fonction des éléments de fait, vous aurez une réponse qui va conforter donc la position d'entreprise. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur général des impôts. Sachez qu'on ne va pas vous épargner ces situations. À chaque fois qu'ils vont se présenter, donc on va vous en faire part. À charge pour vous d'assumer la réponse. Donc d'assumer la réponse. Très bien. Alors, un deuxième aspect qui mérite d'être clarifié, et normalement, c'est Omar Anbard Agadir qui devrait poser la question. Est-ce qu'il est connecté ou pas encore? Hein? Non? Alors, moi, je m'en charge alors. Hein? Il est connecté ou pas? Il n'est pas connecté. Non, non, mais quand même, il faut que je déroule ma liste. Hein. Alors, il y a le cas d'un contribuable exerçant, il s'agit de la CPE. Donc, s'agissant du cas d'un contribuable exerçant deux activités, une relevant des activités commerciales, industrielles et artisanales, et dans laquelle il réalise un chiffre d'affaires de 1 700 000, et l'autre de prestations de services dans laquelle il réalise un chiffre d'affaires de 400 000 dirhams. Bon, il se trouve que son chiffre d'affaires global, il est de 2 100 000. Est-ce que ce cas, il est éligible au régime CPE? Parce qu'il y a le traitement des activités industrielles, artisanales et commerciales qui prévoit le plafond de 2 millions de dirhams. Il y a le régime des activités de prestations de services qui est à 500 000. Donc là, ça nécessite une clarification, s'il vous plaît. Alors, pour cette question, en fait, c'est vrai que lorsque nous avions mis en place la CPE, on s'est posé également donc la même question. Et heureusement que l'article 43, premièrement, du Code général des impôts a déjà tranché. Donc, et la réponse, donc, je peux vous la livrer à travers ce que prévoit l'article 43, premièrement, du Code général des impôts. Et il dit la chose suivante. L'option pour le régime de la CPE, pour le contribuable dans les professions ou sources de revenus relève à la fois de deux limites. Il n'est valable que, et là donc il y a deux conditions qui sont fixées par l'article 43 premièrement, lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des
catégories de professions ou d'activités ne dépassent pas la limite prévue pour chacune d'elles, ou bien lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l'activité exercée à titre principal. Donc, on a deux conditions, mais c'est plutôt donc la deuxième qui répond à la question, c'est que quand le chiffre d'affaires dépasse, quand on exerce deux ou plusieurs activités, naturellement, ici, lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l'activité exercée à titre principal. Donc, voilà ce que nous avons au niveau de... L'activité principale, il semble que c'est l'artisan, c'est-à-dire industriel, artisanal et commercial. Il est à 1700. Et accessoirement, il a de la prestation de service. Donc, vraiment, l'article-là ne répond pas à la problématique. Ah, Parce que l'activité principale, 1,7 million, il est en dessous du plafond. Et accessoirement, il a la prestation de service. Donc, si on cumule les deux, il dépasse les 2 millions. Maintenant, mais quand vous le voyez bien, l'activité principale, il ne dépasse pas le plafond prévu à cet effet. Et accessoirement, il a une activité qui relève de la prestation de service. Ah, je crois que c'était clair. Bon, alors, si vous voulez qu'on clarifie davantage. Alors, lorsque le chiffre d'affaires total, il est de 2 millions et quelques, il dépasse, dans ce cas, il dépasse le seuil fixé pour l'activité principale qui est de 2 millions de dirhams. Franchement, c'est... Ah, c'est clair. Lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées, les deux cumulés, ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou l'activité exercée à titre principal. Du moment qu'il a 1,7 million, on considère que c'est l'activité principale. Alors du moment que le cumul 2 millions dépasse le seuil fixé pour la revente en l'état, pour le commerce, ça veut dire qu'il est exclu. D'ailleurs, on dit n'est pas valable. Très bien. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. Maintenant, c'est clair, oui. Alors, la question suivante, elle se rapporte à la TVA. Et à cet effet, je passerai la parole à notre président d'honneur, c'est Essam, pour l'exposer. En tout cas, moi, à mon tour, je remercie M. le directeur général pour son déplacement et pour sa présence aujourd'hui et pour la richesse de son intervention. Sincèrement, il met un peu il cadre un peu l'apport de cette loi de finances par rapport à la loi cadre, effectivement. Et puis, on comprend aussi parce que même si c'est une petite loi de finances, comme ça se dit souvent, en réalité, on y trouve quand même quelques mesures qui sont pertinentes et qui auront certainement un impact sur la situation financière aujourd'hui des entreprises et surtout sur l'investissement, parce que c'est ce qui est cherché in fine, la création d'emplois. Ma question, en fait, il relève du régime de la TVA sur les ventes locales des panneaux photovoltaïques, qui est l'une des mesures, à mon avis, importantes de cette loi de finances, même si on en parle peu, ne serait-ce que de point de vue la promotion, si vous voulez, des énergies renouvelables. Pour rappel, en 2021, le prix de revient à l'intérieur des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eau solaires, justement, s'est trouvé renchéré par la TVA de 20% en 2021, qui est acquittée à l'importation et qui n'ouvre pas droit, malheureusement, à la déduction. Et in fine, ça impacte le prix de vente localement. Et puis, afin de remédier à cette mesure qui
qui fait de la TVA une taxe qui n'est pas neutre sur le plan économique. La loi de finances 2022 s'est rattrapée d'abord en prévoyant l'application d'un taux unique ou réduit de 10% aux panneaux photovoltaïques à l'intérieur et à l'importation pour encourager leur utilisation, sachant qu'il y a une autre mesure qui est l'exonération avec droit à déduction des fabricants. Alors ma question, c'est de savoir quel est le taux appliqué pour les ventes locales toujours, pour les marchés clés en main d'installation des panneaux photovoltaïques, portant une bonne partie des travaux et d'autres intrants entre que les panneaux. On connaît la position de l'année dernière par rapport aux ventes particulières entreprises aussi, mais la question est effectivement, est-ce que cette position sera maintenue ou est-ce qu'il va y avoir un changement, de cette position, je dirais, doctrinale sur le plan administratif? Voilà ma question. La parole est à vous, Monsieur le directeur général. C'est une obligation de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de clémence. Non, sincèrement, nous sommes bien entendu dans un débat qui est ouvert et on est dans une séance d'échange et de partage. Et là, c'est une occasion peut-être pour rappeler ce que vous connaissez déjà, c'est que, et avec moi ici, donc, des députés et il y a des conseillers aussi donc, qui représentent donc, votre profession au niveau du Parlement. Et je crois qu'il faudrait à l'avenir, maintenant que les experts aujourd'hui siègent au niveau du Parlement, que lorsqu'on rédige un projet de texte, je crois qu'il faudrait prendre les devants et essayer de rédiger un bon texte qui répond exactement aux soucis. Parce que aujourd'hui, nous sommes un petit peu liés par la loi 4 qui nous dit clairement, dans l'une des dispositions, que l'interprétation, l'administration s'interdit de faire de l'interprétation qui va ériger cette interprétation en une nouvelle règle. Donc, on doit absolument se limiter exactement à ce qui est prévu par le texte. Alors, dans ce qu'on avait donc inséré cette disposition au niveau de la loi de finances 2022, vous connaissez, quand on combine l'article 89, l'article 96 et naturellement l'article 99, on a, si vous voulez, donc tous les ingrédients pour dire oui ou non. On peut dire que lorsqu'il s'agit d'un marché clé en main, on applique les 20% ou bien le 10%. Et on constate au niveau de l'article 89 qu'on fait la distinction entre la revente en l'état, qui est donc carrément, comment dirais-je, un tiré donc distinct par rapport à l'activité de pose et d'installation. Quand on va à l'article 96 qui prévoit la base taxable, on a également donc la différence entre l'une et l'autre. Et quand on va à l'article 99, c'est là où les choses sont tranchées. La TVA, c'est un impôt réel. Il vous dit, vous appliquez tel taux à telle opération. Et on retrouve donc panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaire. C'est écrit comme ça. Dans l'esprit donc du texte qui a été donc introduit dans la loi de finances 2022, c'était donc carrément les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires, j'allais dire dans le contexte, si vous voulez, donc d'une revente en l'état. Maintenant, ils sont intégrés dans un marché clé en main, donc il y a la pose, il y a l'installation, et il y a donc une opération qui est regardée donc, du point de vue TVA, un peu quand même, j'allais dire, avec des traits distinctifs par rapport à une revente en l'état proprement dit. Ce que je propose, pour ne pas tomber dans les travers, justement, de l'institution d'une nouvelle règle, moi, je propose une réunion, encore comme nous l'avions fait l'année dernière, avec
le secteur et qu'on essaie d'approfondir la réflexion et de voir dans quelle mesure, si on dit clé en main, on s'inscrit totalement dans l'esprit du législateur et on doit également examiner combien représente la part de la pose de l'installation par rapport donc au prix des panneaux photovoltaïques ou bien des chauffe-eau solaires, surtout les panneaux photovoltaïques qui nous intéressent le plus dans cette question. Et à ce moment-là, nous pourrons peut-être sortir avec quelque chose qui nous permettra de rester collé au texte et ne pas transgresser, si vous voulez, un peu ce pouvoir législatif qui ne nous appartient pas. Et par conséquent, je préfère donc me réunir avec donc, les opérateurs du secteur, qu'on essaie un peu de voir dans quelle mesure le fait de dire panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaire au niveau de l'article 99, on entend par là, même quand il s'agit, donc, si vous voulez, de ces mêmes éléments, mais intégrés dans une opération de pose et d'installation. Voilà donc, si vous permettez, comment nous pouvons peut-être régler donc, cette problématique qui ressurgit encore une fois, alors qu'on était parti pour régler une bonne fois pour toute la problématique donc, des énergies renouvelables. Voilà. Très bien, donc nous notons que ce point nécessite une réunion avec les professionnels du secteur pour être creusé et pour clarifier davantage les choses. Alors, on enchaîne. Et dans le cadre des mesures communes, je cède la parole à mon confrère Si Mohamed El-Qabbaj, qui a quand même un aspect à aborder avec vous. À toi la parole, cher confrère. Merci, Président. Moi, permettez-moi, Monsieur le Directeur Général, de revenir sur cette affaire du taux réservé aux industriels. Ce que vous avez dit est un risque, parce que la réponse peut être différente d'une région à l'autre ou d'un service à un autre. Et aujourd'hui, ça va de la vie des entreprises. Pourquoi ne pas arrêter comme principe, du moment qu'un produit reçoit une valeur ajoutée, automatiquement, c'est une industrie. Ça peut être une industrie légère, ça peut être une industrie lourde. Prenons le cas, par exemple, des importateurs du thé ou du café. Ces gens-là, ils reçoivent du thé et du café en vrac. Il y a une machine qui fait le triage, et il y a le rassemblage et plus l'emballage. Est-ce que c'est une industrie ou pas? La question se pose. Donc, à mon avis, du moment que le produit reçoit une valeur ajoutée, on peut garder ce point. Moi, comment je conçois la chose, à mon avis, ça peut être considéré comme une industrie. Parce que le risque de demander d'abord le délai de réponse, quand est-ce qu'on va nous répondre. Deuxièmement, si la réponse diffère d'une région ou d'un service à l'autre, je pense qu'il peut y avoir un problème. Je ferme cette parenthèse. Moi, je voudrais vous parler du débat oral et contradictoire. Donc, je voudrais vous parler du débat oral et contradictoire, et je voudrais quand même rappeler la circulaire et la loi de 2020 et 2022. Pour instaurer une relation de transparence et finir avec les redressements parfois exagérés et abusifs, l'administration fiscale avait publié une note de service en 2017 relative au débat oral et contradictoire suite à une vérification fiscale. Cette note, je pense qu'elle est toujours d'actualité, a pour objectif la mise en place d'un cadre formel pour le débat oral et contradictoire. Elle a précisé les différentes étapes que doit suivre l'administration pour sécuriser les rectifications opérées et d'harmoniser les travaux de vérification. L'aspect principal qui doit être observé par l'administration, c'est d'abord informer le contribuable des points susceptibles de faire l'objet de redressement. Ce débat doit être assuré et au fur et à mesure de l'événement du contrôle et a pour objectif de présenter au contribuable les rectifications envisagées et de prendre note des remarques du contribuable. Les débats doivent être concrétisés par un compte-rendu retraçant les propositions des deux parties
et celui-ci est versé dans le dossier du contribuable. Voilà les grandes lignes de cette circulaire. Est venue la loi de finances 2020 qui a donné un cadre officiel à cette note de service tout en précisant, cette fois-ci, qu'une copie du procès-verbal est remise au contribuable et que la lettre de notification demeure le seul document ayant pour effet de fixer les redressements notifiés. La loi de finances 2022 a apporté une seule modification, c'est que l'échange oral et contradictoire doit être fait avant la clôture de la vérification, alors antérieurement, il était établi avant la notification. Voilà un petit rappel que je préférais quand même rafraîchir un petit peu les mémoires, comment c'est venu cette affaire du rapport débat oral et contradictoire. Monsieur le directeur général, permettez-moi de vous rappeler que l'intérêt du débat contradictoire est de garantir la possibilité pour chacune des parties devant l'administration fiscale d'être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et même à présenter ses propres observations. L'administration fiscale, logiquement, si on veut faire un débat contradictoire qui soit consistant, a l'obligation, à mon sens, dans un aspect de transparence, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou pour avoir d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder au redressement correspondant. Cela permettra au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur de la portée, et cela constitue une garantie pour l'intéressé. Et tous ces échanges doivent être mentionnés dans un procès-verbal remis au contribuable. Alors, je suis désolé, j'étais obligé de faire un petit peu ce rappel pour poser quelques questions. D'abord, l'absence de ce PV. On a eu des contrôles fiscaux où simplement l'inspecteur a demandé au contribuable de signer la clôture et le PV. Mais le PV, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et il n'y a pas une copie qui a été remise au contribuable. Et le contenu, on ne le connaît pas. Donc, peut-on poser la question, en cas de PV, d'absence de PV, y a-t-il un vice de forme de vérification? Deuxièmement, la question qu'on peut se poser, et c'est l'intérêt de ce débat contradictoire, lorsque lors du débat oral et contradictoire, une question n'a pas été posée par l'inspecteur, est-ce qu'il a le droit de la notifier? Merci. La parole est à vous, Monsieur le Directeur général. C'est pratiquement donc la question la plus importante quand il s'agit d'aborder le contrôle fiscal. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le principe qui veut que le contrôle fiscal, c'est peut-être l'occasion où nous devons, que ce soit donc l'administration fiscale, que ce soit l'entreprise ou le conseil de l'entreprise, de faire preuve justement de cette confiance mutuelle qui doit régner lorsqu'il s'agit d'aboutir tout naturellement donc, à un accord qui arrange bien entendu donc, toutes les parties. Et donc, quand on revient un peu en arrière, et vous l'avez donc fait, c'est que la genèse de cet échange oral et contradictoire, c'était justement une pierre que nous voulions apporter à l'édifice de cette confiance qui doit mutuellement être, bien entendu, présente lorsqu'il s'agit d'un contrôle fiscal. On a instauré le débat oral et contradictoire pour instaurer, si vous permettez l'expression, un filtre. C'est le dernier qui soit. Pour que,
in fine, au niveau de la notification de redressement, qu'il y ait quand même des redressements qui restent, j'allais dire, donc discutables et litigieux. Après avoir donné la possibilité aux contribuables de présenter donc toutes les justifications nécessaires au cours du premier débat oral et contradictoire, ou bien échange oral et contradictoire, au moment de la vérification sur place. En France, on considère que le débat oral et contradictoire commence à partir du premier jour où le vérificateur met les pieds donc dans l'entreprise. Et puis, l'occasion est donnée par la suite aux supérieurs hiérarchiques d'assister pour justement encadrer une bonne fois pour toutes cette lettre de redressement, puisqu'il s'agit d'un acte qui est lourd de conséquences et qui, comme vous le savez, donc, des fois nous entraîne malheureusement dans des déférents et dans des contentieux à l'infini. Donc, je crois, à mon sens, il faut saisir le sens de cette mesure introduite au niveau de la loi de finances 2022 pour dire que nous continuons encore et encore à améliorer ce dispositif de contrôle fiscal pour dire de manière très claire que le débat oral et contradictoire, c'est une occasion qui doit être donnée aux uns et aux autres. Il faut profiter au maximum de cette aubaine pour justement envoyer une notification qui est bien nettoyée, bien toilettée. Et maintenant, pour le reste, je peux vous faire une proposition du moment que c'est déjà programmé, donc de faire une table ronde avec vous à ce sujet. J'en ai discuté avec quelques confrères et je disais que donc nous allons entamer l'année 2022 justement par une réunion au sujet de la qualité donc du contrôle fiscal, au cours de laquelle nous allons saisir l'occasion avec vous de parler justement de toutes les questions que vous venez de poser. Actuellement, que doit contenir ce PV? C'est la loi qui doit nous le dire. Si la loi ne permet pas de donner tous les éléments de réponse, on doit revenir un peu donc vers les documents qui nous permettent d'établir les projets des textes de loi. Et de toutes les manières, il y a lieu d'actualiser la note de 2017 et de tenir compte de la disposition de 2020 et puis de celle de 2022 pour réécrire donc une nouvelle note de service concernant ce débat oral et contradictoire. Et je terminerai par la chose suivante. Moi, personnellement, je voudrais que ce débat oral et contradictoire, qu'il soit analysé plutôt dans un contexte positif, c'est-à-dire on est parti plus loin que je l'ai dit l'année dernière ou bien l'année d'avant, on est parti plus loin que la France lorsque nous avons introduit le débat oral et contradictoire, enfin l'échange oral et contradictoire dans le Code général des impôts, alors qu'en France, il n'est pas dans le Code général des impôts, c'est une doctrine donc, qui a été consacrée par la jurisprudence. Donc je voudrais saisir l'occasion pour dire que le débat oral et contradictoire doit être une occasion pour toiletter le projet de la notification de redressement et sincèrement, si avec tout ce que nous avions fait jusqu'à présent, ce débat oral et contradictoire ne permet pas d'aboutir au résultat escompté, il y a un problème quelque part. Je vous l'accorde. Et s'il y a un problème quelque part, et c'est du côté de l'administration, je crois qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait faire, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur le plan du texte, mais plutôt sur le plan opérationnel. Donc il faut se rapprocher de nos vérificateurs, des chefs de brigade, des chefs de service qui encadrent donc ce contrôle fiscal, et puis dans un front parler, leur dire voilà de quoi il s'agit. Et avec vous, je suis sûr que nous allons, Inch'Allah, bâtir
de très bons rapports et nous allons améliorer la qualité des contrôles. Voilà. Bien, merci, Monsieur le Directeur. Donc, nous notons l'organisation prochaine d'une table ronde à laquelle nous mobiliserons nos spécialistes en la matière. Alors, l'aspect suivant, il porte sur l'institution de mesures transitoires visant à l'incitation au réinvestissement. Et là, je vais donner la parole à mon confrère Si Mohamed Hadid, qui va poser quelques questions à ce sujet. Et en même temps, il y a Si Mohamed Belmkhtal qui va enchaîner avant de vous recéder la parole. Donc, 2-3 questions sur ce sujet, comme ça vous répondez d'un seul coup. À toi la parole, Si Mohamed Hadid. Merci beaucoup, Samir. À mon tour, je vous remercie, Monsieur le Directeur Général, pour en fait, d'avoir répondu, comme d'habitude, présent à cette manifestation. Et aussi pour la clarté de votre exposé qui a pu nous permettre de placer les différentes dispositions dans leur contexte et surtout les mettre en relation avec la loi cadre. Donc on a compris un petit peu donc, le lien entre ce qui a été fait et les dispositions de la loi cadre qui a été donc adoptée. J'ai quelques questions que je souhaite, en fait, des points que je souhaite donc vous présenter et qui se rapportent justement à cette mesure transitoire qui, je pense, vous n'avez pas traité dans votre document tout à l'heure parce que sur l'abattement qui a été institué justement par la loi de finances 2022 et qui, selon ma compréhension des choses, s'inscrit également dans le droit chemin des dispositions de la loi cadre, plus particulièrement l'article 2 qui prévoit que l'État prenne des dispositions pour relancer l'investissement, créateur d'emplois, etc. Et justement, la loi de finances 2022 est venue avec cette mesure que personnellement je considère comme étant une mesure courageuse parce qu'il a mis fin à un positionnement dogmatique qui a prévalu depuis maintenant presque 15 ans sur le fait qu'on doit taxer l'ensemble des revenus et des profits au même taux d'imposition sans tenir compte un petit peu de la finalité qui est faite à ce niveau. En quoi consiste, comme a dit tout à l'heure, c'est Mohamed, je pense des fois c'est utile de rappeler aussi un petit peu la mesure, mais brièvement, en une minute. Ce que nous dit, c'est une mesure transitoire, dérogatoire, applicable uniquement en fait de l'exercice ouvert en 2022, qui permet à l'entreprise, qu'elle soit soumise à l'IS ou à l'IR, résultat net réel ou résultat net simplifié, de pouvoir bénéficier d'un abattement de 70%. Sur la plus-value relative à la cession d'actifs immobilisés hors terrain et construction. Donc en fait, on exclut les terrains et les constructions, c'est important. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ce n'est pas de terrain et des constructions d'un industriel, ce n'est pas de l'immobilier en réalité. Et peut-être, j'espère que l'année prochaine, la mesure sera reconduite et qu'elle sera également étendue aux actifs immobilisés dans l'ensemble, y compris les terrains et constructions. Ça permettra de mobiliser un potentiel important donc, de financement et de refinancement et de monétarisation des actifs donc des entreprises. Donc, c'est les actifs immobilisés. Quand on exclut les terrains et les constructions, il reste en réalité les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières qui sont détenues depuis plus de 8 ans entre la date d'acquisition et la date de vente, donc on raisonne date à date, sous certaines conditions, notamment donc, le réinvestissement du produit de prêt de vente, de prêt de cession net d'impôt, puisqu'il y a un impôt à payer quelque part quand même, parce que l'abattement est de 70%, donc il y a quand même 30% de la plus-value qui doit subir l'impôt. Donc le législateur est allé jusqu'au bout de la logique. En exigeant d'investir le produit de cession en fait de vente net d'impôt. Donc, produit de cession net d'impôt à réinvestir dans des actifs immobilisés. Donc, on comprend cette fois-ci qu'on peut réinvestir dans des
dans des immobilisations financières, dans des immobilisations corporelles, cette fois-ci y compris les terrains et les constructions qui sont liées à l'activité industrielle, bien entendu, à l'activité de l'entreprise, l'activité commerciale de l'entreprise. Et on peut également investir dans des immobilisations incorporelles. En fait, il y a quelques questionnements qui méritent d'être clarifiés. Si je peux me permettre, Monsieur le Directeur Général, je pense que c'est un dispositif important qui mérite tout l'intérêt de lui consacrer quand même des passages de clarification importants dans la circulaire, avec quelques exemples d'application, parce que, pour que la mesure ne reste pas floue, et qu'une année, ça passe vite, et qu'on continue à réfléchir et à dire oui, est-ce qu'on a droit, on n'a pas droit, et 2022 va passer rapidement. Donc, vraiment, on souhaite que la mesure fasse l'objet de clarification et même d'exemples d'application pour que les choses soient claires. Donc, l'une des questions, par exemple, la première, si je peux me permettre, c'est la notion d'actifs immobilisés. Par exemple, les immobilisations incorporelles. Comme vous le savez, le fonds de commerce est d'une entreprise. C'est sa principale valeur, c'est la principale valeur créée par l'entreprise, mais des fois, il ne figure pas dans son actif, mais c'est un élément de son actif immobilisé sans y être inscrit, surtout lorsqu'il est développé, il n'est pas acquis. Donc nous souhaitons effectivement la confirmation de manière claire que, comme d'ailleurs ça a été le cas pendant nous qui ont vécu un petit peu les anciennes dispositions pendant les années 90 et 2000, c'est que les indemnités pour session de clientèle par exemple et le fonds de commerce étaient éligibles donc à ce dispositif. La deuxième question sur laquelle on souhaite avoir également une précision, c'est que ce régime-là est un régime dérogatoire qui ne s'applique que lorsque les éléments sont détenus depuis plus de 8 ans. Ça veut dire que l'entreprise devra donc désormais distinguer les ventes qui portent sur des actifs détenus plus de 8 ans, pour lesquels il va donc appliquer donc ce régime-là, et les actifs qui sont détenus plus de 8 ans, qui ne sont pas concernés. Ma question n'est pas anodine, en fait, c'est que le réinvestissement, qui est le corollaire de l'engagement pris, doit porter sur le prix de vente des actifs détenus depuis plus de 8 ans, qui sont éligibles à l'abattement et non pas la totalité des ventes. C'est une question également qui est posée. Et la troisième question, peut-être que je m'arrêterai là, c'est que dans cet ensemble d'actifs détenus plus de 8 ans, on peut avoir des entreprises qui ont des perspectives d'investissement, peut-être qui ne vont pas absorber la totalité donc, du prix de vente de ces actifs. Et la question, c'est est-ce qu'une entreprise, en fonction de ses prévisions, de ses projets d'investissement, peut opter partiellement à ce régime-là et payer spontanément l'impôt en totalité sur la partie de la plus-value des éléments détenus depuis plus de 8 ans pour lequel il n'aura pas la capacité donc, d'honorer donc, son engagement donc, de réinvestissement. Puisque je parle de partiel, la dernière question, c'est que, quelqu'un n'a pas honoré son engagement en totalité, il l'a honoré uniquement partiellement. Est-ce qu'il sera régularisé sur la totalité de la plus-value ou il sera régularisé au prorata donc, de l'engagement qu'il a tenu? Voilà, Monsieur le Président. Et le législateur, j'ai dit tout à l'heure qu'il a bien parlé de net d'impôt. Nous avons une particularité au Maroc, c'est que le net d'impôt, c'est l'impôt qu'on paye et qu'on paye aussi le premier acompte de l'exercice suivant. Et le premier acompte de l'exercice suivant, comme vous le savez tous, n'est pas restituable, il est imputable indéfiniment. Donc, quand je vais vendre des actifs, je dois payer l'impôt sur les 30% de la plus-value et je dois payer le premier acompte de l'exercice suivant. Donc, mon engagement de réinvestissement, peut-être, ne sera pas total parce que j'ai de la trésorerie que j'ai avancée à l'État
sur le premier compte de l'exercice suivant. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par net d'impôt, de quel impôt, est-ce que c'est l'impôt, est-ce que c'est l'impôt uniquement de l'exercice ou l'impôt de l'exercice plus la compte de l'exercice suivant qui a été également versé donc, au receveur d'administration fiscale. Voilà, en tout cas c'est une disposition salutaire, louable, je pense courageuse, qui mérite des clarifications importantes pour qu'il réussisse. Merci beaucoup. Merci, c'est Mohamed Hadid. Avant de céder la parole à Monsieur le directeur général, je préfère passer la parole à notre ami Ben Mkhtar, qui a des interrogations dans le même sens. Comme ça, on aura recueilli l'ensemble des questions concernant cet aspect pour vous permettre d'apporter les clarifications nécessaires. Donc la parole est à Si Mohamed Ben Mkhtar, qui est connecté via Zoom. Merci Samir. Bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est Zazou. C'est très difficile de parler après c'est Mohamed Hadid sur le même sujet, mais merci Mohamed d'avoir bien encadré tout le sujet. Effectivement, c'est une disposition salutaire, très attendue par les opérateurs économiques. D'ailleurs, c'est pourquoi, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi le législateur l'a limité simplement à une année, alors qu'elle était attendue depuis plusieurs années par les opérateurs. Je vais juste continuer par rapport aux questions qui ont été posées par Si Mohamed Hadid. Dans la continuité, il s'était arrêté effectivement à une des conditions qu'il faut remplir, c'est de réinvestir le montant global des produits de cession net d'impôt en immobilisation. Et effectivement, vous me l'accorderez, Monsieur le Directeur Général, qu'on n'a pas l'habitude de parler d'impôt par destination ou par nature. On aurait pu dire net d'impôt, point, et on aurait compris automatiquement qu'il s'agit de l'impôt qui a été payé. Mais le fait de dire d'impôt en immobilisation, ça pose des questions. Et on ne comprend pas effectivement dans ce cas-là qu'est-ce qu'on entend par net d'impôt. Moi, j'ai deux cas, je dirais, d'illustration qui pourraient poser, en tous les cas, besoin de réponses très claires. On pourrait se mettre dans le cas d'une société qui est bénéficiaire et qui devient encore plus bénéficiaire avec la plus-value nette. Alors, en appliquant l'abattement de 70%, elle se retrouve avec un IS supérieur à la cotisation minimale et donc elle paye l'IS. Mais alors là, quel est le montant qu'on va retrancher du produit des cessions pour pouvoir le réinvestir dans les délais? Et le deuxième cas, c'est qu'on pourrait être aussi dans le cas d'une société. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est Mohamed Hadid a insisté sur le fait que la note circulaire devrait donner des exemples concrets pour aider le contribuable à mieux comprendre et utiliser ces dispositions. C'est le cas également d'une société qui est à l'origine déficitaire pour son exploitation, qui se retrouve bénéficiaire grâce à la plus-value et je dirais même pour compliquer qu'elle a des reports déficitaires et donc elle a aussi un report déficitaire induit par cet abattement de 70%. Alors, là encore, elle va payer une cotisation minimale, elle va payer un premier acompte. Alors, de quel impôt on parle et quid de ce report des déficits? Je suppose, et là, on attend votre confirmation, que le report, le déficit induit par la mesure devrait être traité de la même manière que les autres déficits, je dirais, de l'exercice. Deuxième petite question, c'est peut-on envisager, je pense, et là je parle sous le contrôle, votre contrôle et celui des anciens, il me semble c'est ce qu'on faisait auparavant, c'est que le réinvestissement pouvait être envisagé, le produit de cession pourrait être investi ou réinvesti au cours de l'exercice concerné. C'est-à-dire, on pourrait même envisager de dire qu'on va vendre ces biens au mois de juin et on pourrait réinvestir au mois de septembre et au mois d'octobre. Est-ce que vous êtes effectivement d'accord avec cette lecture? Et enfin, c'est juste
là encore, j'attends de vous une validation. Enfin, en tous les cas, c'est ma lecture que j'ai faite et elle s'applique par rapport aux zones d'accélération industrielle. Compte tenu de la disposition de l'article 165.1, il me semble que les entreprises qui sont installées à l'intérieur des zones d'accélération industrielle ne seraient pas éligibles au bénéfice de cette mesure. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Samir, merci. Merci, Si Mohamed Ben Mokhtar. Donc, la parole est à vous, Monsieur le Directeur Général. Je sais qu'on vous a bombardé, mais je sais que vous maîtrisez bien le sujet. À vous la parole. En tout cas, moi, tout ce que je retiens, ou plus exactement ce que j'ai retenu de toutes ces questions, c'est que c'est une mesure courageuse et salutaire. Je crois qu'en la qualifiant de courageuse et salutaire, est-ce que véritablement il y a lieu de répondre aux autres questions? Bon. Bon. Là, je réponds à mon ami Hadid. Il a peut-être il a dit que ce n'est pas cité dans mon discours, en tout cas non, si, contrairement donc à mon ami Hadid, j'ai bien parlé concernant l'investissement, j'ai rappelé que la loi cadre a accordé une importance particulière à l'incitation à l'investissement productif, créateur de valeur ajoutée et d'emplois de qualité, l'incitation des entreprises en vue de consolider leur compétitivité. Et j'ai dit donc il y a 3 mesures importantes, celui donc de là, et puis j'ai parlé l'institution d'une mesure transitoire visant l'incitation au réinvestissement, etc. Bon, ça est juste. Voilà. Bon, je ne suis pas entré dans les détails tout naturellement parce que on est parti pour juste exposer les grandes lignes de la loi de finances 2022. Moi, donc, il y a des questions que je peux trancher tout de suite parce qu'on avait, bien entendu, avancé dans la préparation du projet de l'an circulaire et nous avons donc évolué un peu et faire évoluer quand même la position de l'administration fiscale en partant, bien entendu, de l'esprit du législateur. Et là, donc, concernant la dernière question, est-ce que le réinvestissement au cours de l'année même de la session, voilà, ça c'est acquis, donc pas de problème. Et on a dit dans le projet de notre circulaire, après avoir reçu donc les commentaires des uns et des autres, que les 36 mois constituent, donc, si vous voulez, donc, le plafond. Voilà. Au-delà, bien entendu, on serait en porte-à-faux. Maintenant, c'est vrai que vous avez soulevé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, c'est une séance de partage. Il y a des questions que nous pouvons trancher tout de suite, séance tenante, et d'autres, cet échange avec les experts que vous êtes nous permet, bien entendu, de sortir une loi de finances qui répond au maximum donc, à tous les soucis. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore tranchées, mais d'autres sur lesquels je peux apporter une clarification. Alors, je reviens un peu aux questions. Alors, concernant le fonds de commerce, alors comme vous le savez, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir. C'est vrai, le fonds de commerce, c'est un élément de l'actif immobilisé, sauf que il demeure, dans la majeure partie des cas, un élément donc latent, un élément donc non apparent. Donc il n'est pas inscrit dans la comptabilité et donc finalement, mais il est là. Donc la preuve, c'est qu'en cas de fusion, en cas de cession, la première chose donc qui vient à l'esprit donc de l'administration fiscale, c'est comment ce fonds de commerce a été évalué. Alors, le seul problème que nous avons, ce n'est pas par rapport à l'éligibilité au nom de la cession de commerce. Donc, naturellement, c'est un élément qui est éligible, qui entre bien dans les éléments qui font partie de l'actif immobilisé, dont la plus-value permet bien entendu de bénéficier de ce régime dérogatoire. Mais
à mon sens, le problème, c'est plutôt à quel moment nous pouvons situer la création de ce fonds de commerce. Comme vous le savez, la réponse, vous n'allez pas la trouver au niveau du Code général des impôts, mais elle est ailleurs. Donc, il y a des fonds de commerce qui sont créés au bout de 2 ans, ceux qui sont créés au bout de 4 ans. Et il y a donc des textes spécifiques donc, qui traitent du fonds de commerce. C'est quand même une notion et un concept un peu particulier. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, est-ce que juste le droit au bail? Est-ce que la clientèle? Est-ce que le non commercial? Est-ce que il y a l'enseigne? Est-ce qu'il y a les brevets, etc. Et donc, puisqu'il y a la condition de 8 ans, il faut juste trancher la question de la date à partir de laquelle nous pouvons décompter les 8 ans. C'est ce point de départ qui mérite, à mon avis, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais il nous reste encore un peu de temps pour pouvoir donc approfondir la réflexion et dire à quel moment nous devons situer le point de départ donc de l'existence réellement donc d'un fonds de commerce au sein de l'entreprise. Mais pour le reste, toutes les conditions, bien entendu, sont remplies, donc il n'y a aucun souci. Alors, la question de réinvestissement partiel, c'est problématique. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, je suis obligé, malheureusement, de rester très attaché au texte tel qu'elle est rédigée. Et j'ai fait exprès de ramener avec moi donc l'ancien texte, celui qui prévalait donc avant oui, c'est l'article 19. Alors l'article 19, dans le temps, il a bien prévu le traitement de cette question de réinvestissement partiel. Et il disait donc de manière en substance, en cas d'absence ou d'insuffisance de réinvestissement dans le délai prévu ci-dessus, ou si les biens et immeubles acquis ne sont pas conservés dans son actif pendant 5 ans, le profit net global de cession est imposé au prorata des montants non réinvestis. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout. Ça, c'était écrit. Donc, là, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de répondre par une note circulaire et de dire, est-ce qu'on... Je crois que c'est un peu difficile quand même de dire, d'autant plus que le texte actuel dit que... Alors, il dit que le bénéfice de l'abattement de 70% est subordonné au respect de certaines conditions et il a bien précisé qu'en cas de non-respect de l'une de ces conditions, la situation de l'entreprise est régularisée selon les règles du droit commun. Donc, à mon sens, si le législateur avait l'intention de parler de réinvestissement partiel, il aurait donc fait comme auparavant et de ne permettre quand même d'admettre, si vous voulez, donc la proratisation donc de cette régulation. Mais valeur aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas, c'est sous ma responsabilité, nous ne pouvons pas ériger, donc si vous voulez, cette interprétation en une nouvelle règle qui n'est pas prévue par le texte. Déjà une précision, monsieur le directeur général. Est-ce que l'option en amont doit être systématique? Ou là, on peut faire une option partielle à celui-ci? Absolument. Absolument. Là, absolument, oui, absolument. Absolument, parce que là, c'est quand même un régime optionnel. Et je crois qu'il y a le droit commun qui est là, et puis il y a le régime dérogatoire. Ils peuvent parfaitement se superposer. Et là, donc, si à la base, donc, vous décidez de faire passer cette plus-value dans le cadre du régime dérogatoire et l'autre plus-value dans le cadre du régime de droit commun, je ne vois pas comment aujourd'hui je peux vous dire non, c'est pas... Le texte ne le dit pas et tout ce que ne dit pas le texte, il est permis. Alors pour le reste, je crois que... Une clarification par rapport aux sociétés installées aux zones d'accélération industrielle et l'article 166.
Là, effectivement, donc oui, ça nous interpelle. Nous devons approfondir la réflexion et certainement, donc on va pas encore continuer à partager avec vous et ça sortira au niveau de notre circulaire une fois où on aura bien entendu la position. Une avant-dernière question qui sera posée par Si Mohamed Soleh concernant la contribution sociale de solidarité. Si Mohamed, à toi la parole. Là, j'ai retenu en cas de déficit. Donc, hein, Merci, Si Samir. En fait, c'est très technique, donc on doit approfondir la réflexion. merci, Samir. En fait, ma question ne concerne pas la contribution sociale de solidarité, mais plutôt le règlement par les versements bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les dépôts bancaires ou les versements effectués directement dans les comptes bancaires d'une entreprise sont admis comme étant un justificatif fiscalement acceptable quand en fait c'est fait chez le vendeur. Je pense que c'est une mesure quand même courageuse parce que c'est une pratique qui existe sur le marché et auquel on recourt beaucoup d'entreprises. Toutefois, se pose la question par rapport en fait à l'acheteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en comprendre qu'aujourd'hui, puisqu'on accepte que le vendeur soit payé par les versements, les dépôts effectués directement dans son compte bancaire, ça donne automatiquement le droit à l'acheteur en fait de récupérer la TVA, éventuellement de ne plus être sanctionné sur le plan de l'IS. Merci. Sincèrement, si vous pouvez répéter la question, parce qu'il y a quand même une partie qui m'a échappé. En fait, je parlais des dépôts bancaires. C'est qu'aujourd'hui, la loi de finances, elle accepte que une entreprise soit payée directement par des versements effectués dans son compte bancaire direct. Ce qui n'est pas accepté auparavant. Oui, mais par qui? Par les clients. Oui, quel type de client? Par des particuliers, des entreprises, des professionnels. C'est la raison pour laquelle je demandais à ce que la question soit refaite, parce que là, il y a quand même quelque chose de très important à apporter. Là encore, je suis obligé de revenir un peu au contexte dans lequel cette question a été débattue au niveau du Parlement. Et quand on veut clarifier donc une disposition, on est tenu de rester, bien entendu, dans l'esprit du législateur. Alors, comme vous le savez, cet amendement a été introduit plusieurs fois, il n'a jamais été accepté. Il n'a pas été accepté pour toutes les raisons que vous connaissez, parce que le paiement en espèces, ce n'est pas toujours quelque chose qui est bien vu de la part donc, de certains organismes, et par conséquent, la vigilance était toujours de mise. Cette fois-ci, on a trouvé un terrain d'entente. On a trouvé un terrain d'entente pour permettre à l'économie, donc notamment au milieu rural, de pouvoir fonctionner en fonction donc, de ce qui est possible, vu que certaines entreprises ont toutes les difficultés malheureusement à pouvoir donc vendre, notamment je dis en milieu rural, en l'absence justement de cette possibilité de payer par tous les moyens que vous connaissez. Et donc il a fallu trouver donc une tolérance, mais qui reste tout naturellement conforme comme au principe de transparence. Donc, il a fallu donc permettre un mode supplémentaire de paiement à travers le versement sous forme de dépôt en banque et de lier ça par deux conditions. Il faut qu'il y ait donc ce dépôt en banque et deuxième condition, c'est justement de pouvoir déclarer le client au niveau de l'état prévu par l'article 20. Alors, je crois que vous avez compris le fait d'avoir conditionné ce paiement par deux conditions qui sont intimement liées, c'est que déjà, on exclut les particuliers. Pourquoi on exclut les particuliers? Parce que nous revenons toujours
à la motivation de l'amendement. Et voilà ce que dit le... Non. وتستثنى من هذه الأحكام هذا هو التبرير علاش بنينا الاموندمون وتستثنى من هذه الاحكام المعاملات المتعلقه بالحيوانات الحيه المنتجه اكسترا لكن تظل العقوبه ساريه على المعاملات التي وقد تم ادراج هذه المقتضيات بهدف تشجيع الشفافيه في المعاملات في غياب وسائل اخرى لتقاطع المعلومات وتتبع العمليات التي تتم بين التجار. Donc nous lorsque cet amendement a été admis, c'est pour régler un problème entre commerçants. Aujourd'hui, si les particuliers ne sont pas concernés, ça ne veut pas dire que c'est un point de vue personnel. Non, c'est tout simplement parce que le texte, il faut le placer dans le contexte et il faut revenir à l'esprit du législateur. Si nous considérons qu'il faudrait l'élargir demain aux particuliers parce qu'il y a encore des problèmes, j'en sais quelque chose, il faut revenir encore une fois donc vers le législateur pour lui demander de consacrer davantage, si vous voulez, donc la possibilité également pour les particuliers de pouvoir payer en versant donc le montant de la transaction au niveau de la banque. Voilà ce que j'ai à dire à propos donc, de cette question. Monsieur, si vous permettez, monsieur le directeur général, vous avez parlé du monde rural. Comment voulez-vous, quelqu'un dans le monde rural, d'aller verser l'argent à la banque parce qu'il n'y a pas de banque? Du moment qu'on voit toute la traçabilité du processus, à savoir, vous demandez l'identification de l'acheteur, la facture et tout ça. Mais dans le monde rural, il ne va pas pouvoir verser. Et je pense que c'est une lacune de demander au client du verser. Du moment, qu'est-ce qu'elle cherche l'administration? L'administration cherche qui c'est qui a acheté, qui c'est qui a bénéficié des achats. La traçabilité est là. Mais aller faire le versement dans le monde rural, je pense que c'est compliqué. Deuxième observation concernant le fonds de commerce. Moi, je pense que les tribunaux de commerce gardent comme principe création de fonds de commerce 2 ans après le démarrage de l'activité d'une société. Donc je pense qu'on peut aussi fiscalement tenir compte de ces dispositions. Merci. Je réagis à chaud donc, par rapport à ces 2 points. C'est vrai que nous n'avons pas encore définitivement tranché cette question donc, de paiement. Est-ce qu'il doit être fait par le client lui-même ou par personne interposée? Nous sommes en discussion avec le GPPM. Je crois que nous avons obtenu un accord de leur part de nous aider au moment d'aller plus loin dans la traçabilité, peut-être de rajouter une indication dans le reçu qui est délivré. Ça peut nous permettre, nous, ce qui nous intéresse, et on va le dire dans la note circulaire, c'est de pouvoir établir le lien entre la facture et le paiement. Maintenant, la personne qui va effectuer le versement, on peut, je dis bien, on peut bien être tolérant si nous pouvons avoir suffisamment de documents qui permettent de faire le lien entre la facture. Concernant le deuxième point, voilà. Alors le deuxième point, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans ces histoires donc de questions purement commerciales, il me semble qu'en présence d'un contrat de bail, c'est 2 ans. En l'absence de contrat de bail, c'est 4 ans. Droit au bail. Quand il y a le droit au bail, donc il y a 2 ans. Quand il n'y a pas de droit au bail, il y a 4 ans. C'est par rapport donc à cette question-là, si, bien sûr, nous et vous, bien entendu, si on se met d'accord sur le point de départ basé sur une référence légale ou jurisprudentielle, je crois que ça va nous faciliter la tâche
de... Bon, M. Hadid tout à l'heure a dit pourquoi... non, quelqu'un, je ne sais pas, vous, il a dit pourquoi une année. Alors, je crois que, moi je ne suis pas législateur, donc je crois qu'il est à l'expérimentation. Si aujourd'hui on constate que c'est une belle mesure qu'il faudrait peut-être proroger, à ce moment-là, nous aurons besoin, bien entendu, de trancher une bonne fois pour toutes ce genre de questions qui demeureront hautement importantes parce que M. Zazou, demain peut-être il ne sera pas là, mais les 8 ans devant seront encore là. Et donc, le plus important pour moi, c'est que demain, en cas de vérification, que vous ne puissiez pas avoir de problème, parce que je comprends parfaitement sur le terrain, les interprétations divergent. Et là, je crois qu'il faudrait, au niveau de notre circulaire, trancher une bonne fois pour toutes ce genre de questions. Merci. Très bien. Donc, je tiens, au nom des membres du Conseil, à remercier Sikhal Zazo pour son ouverture d'esprit, pour sa réactivité. Je remercie également les membres de la Commission nationale fiscalité qui ont contribué à la préparation de cette séance vraiment pertinente et fructueuse. Je remercie notre équipe permanente qui a veillé au bon déroulement de cette séance. Je remercie nos amis qui se sont joints à nous, soit en présentiel, soit par visio. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde.